Cette semaine dans Afrique, regain des rivalités claniques dans le nord du Kenya, attisées par la raréfaction des ressources naturelles. Au Sénégal, de nombreuses femmes participent à une tontine pour financer leurs projets. Et au Mozambique, les projets d'exploitation de gaz naturel liquéfié tardent à démarrer. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Ces images ont été fournies par l'armée de l'air nigériane. Selon elle, il s'agirait de bombardements ciblant des combattants de Boko Haram réunis en prière vendredi dernier dans une de leurs caches. Les autorités affirment également avoir touché le chef du groupe islamiste. Mais une fois de plus, un homme se présentant comme Aboubakar Shekau est apparu dans une vidéo pour démentir l'information. L'Afrique du Sud est une porte d'entrée pour les entreprises vers le continent africain. Le nouveau ministre des Finances, Malouzi Gigaba, martèle ce message aux dirigeants politiques et aux patrons africains. Réunis pour le Forum économique mondial sur l'Afrique, ils s'inquiètent de l'instabilité qui agite la première économie du continent. De leur côté, les ONG profitent de cette large tribune pour combattre la pauvreté et alerter sur le conflit qui ravage le Soudan du Sud. Avec l'ONU qui est là pour instaurer la paix, il faudra redoubler d'efforts pour essayer d'obtenir un dialogue et mettre fin à ce conflit. Fraternité et charité, c'est ce qu'a prôné le pape François devant des milliers de fidèles en Égypte pour répondre à l'extrémisme. 3 semaines plus tôt, la minorité catholique copte avait été la cible d'attentats meurtriers. Au cours de cette visite de 2 jours, le souverain pontife a aussi rencontré le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayeb, pour promouvoir la paix entre musulmans et chrétiens. La trêve prolongée au Mozambique sans nouvelle limite. Le chef de l'opposition Afonso Dhlakama l'a annoncé lors d'une conférence de presse téléphonique. Cela ne signifie pas la fin de la guerre, mais le début de la fin de la guerre. Car de fait, une trêve sans date limite signifie que la fin de la guerre est en vue. La faction armée du parti d'Afonso Dhlakama avait repris les armes en 2013 pour contester la mainmise du Frélimo, parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975. Première à Goma, un festival pousse les Congolais à s'exprimer à travers la danse. Les organisateurs espèrent ainsi leur offrir une alternative à l'armée et encourager les jeunes talents. Armé et prêt à en découdre. Sur la plage du lac Turkana, il règne comme une ambiance d'avant-bataille parmi les pêcheurs. Les rivalités traditionnelles font rage dans cette région sans loi du nord du Kenya, où les ressources sont de plus en plus rares et les poissons convoités. On ne négocie pas lorsqu'on rencontre les Dessanèches. On tire à vue et ils tirent à vue. C'est la seule langue que nous parlons. Autrefois, une pêche n'était réussie que si les filets débordaient de tilapia, de perches du Nil, de carpes. Aujourd'hui, les pêcheurs sont contents de regagner le rivage en vie. Le coupable, Gib III, le barrage le plus haut d'Afrique, construit à 600 km au nord sur l'Omo, l'affluent éthiopien du lac Turkana. Si vous arrêtez ces crues saisonnières pour contrôler le débit, cela veut dire que le stimulus pour la migration des poissons en amont de la rivière, pour se reproduire avant de revenir, sera perdu. Donc, nous aurions un effondrement au niveau du cycle de reproduction. Les pêcheurs se sentent abandonnés par le gouvernement, qui serait plus intéressé par la possible importation d'électricité que par le sort d'une région historiquement marginalisée. Et la rivalité séculaire entre les Turkana et les Dessanèques, qui habitent de part et d'autre entre le Kenya et l'Éthiopie, est devenue meurtrière. Rien de bon ne sort de ce lac, seulement la mort. Leurs filets de pêche rencontrent les nôtres dans le delta. Ils jettent leurs filets d'un côté alors que nous faisons la même chose de l'autre. Les fortes marées nocturnes poussent les filets qui finissent par s'emmêler dans le lac. Donc récupérer nos filets devient un problème qui conduit à des affrontements. Alarmés par ces dangers, quelques chefs Turkana et Dessanèques ont débuté en mars des pourparlers de paix. Le pire est peut-être à venir, car l'ambition éthiopienne est également agricole. Des projets d'irrigation impliquent le détournement de quantités colossales d'eau.
Avec environ 90% de l'afflux d'eau douce du lac qui provient de la rivière Omo, la bataille pourrait être alors perdue pour tout le monde sur les rives du Turkana. Voilà 6 mois que Mame Ngoné Cissé a relancé sa petite activité d'aviculture en banlieue de Dakar. C'est avec l'argent de la tontine que j'ai pu m'acheter des poussins pour l'élevage de mes poulets. À la banque, il y a des intérêts, alors qu'à la tontine, il n'y a pas d'intérêt du tout. Ces tontines sont des systèmes d'épargne collective informels. Largement répandues en Afrique, elles sont souvent une affaire de femmes. Dans ce quartier, chaque semaine, les membres de la tontine se réunissent et versent une cotisation d'environ 3 €. La cagnotte, équivalente à 750 €, est ensuite reversée à un membre à tour de rôle. L'avantage, un prêt sans intérêt entre personnes de confiance. Les tontines, ça sert à s'entraider. Vous savez, la banque, ça demande beaucoup de papiers et tout ça, et des garanties. Alors là, on se connaît. Nous vivons dans le même quartier et nous avons nous nous connaissons toutes. Ndeye Binta Ndoye cotise à 4 tontines différentes. Au fil des ans et des collectes, cette coiffeuse de profession a construit sa maison pièce par pièce. Je ne compte que sur les tontines, je ne peux pas avoir de l'argent via une banque. Les tontines possèdent certaines règles, mais les sanctions sont surtout d'ordre social. Les femmes, elles se font confiance parce que si elles ne cotisent pas, on l'amène il y a des amendes. Et là, comme nous sommes des villageoises, on n'ose pas manger l'argent des tontines sans payer. Tu vas l'entendre jusqu'à tes petits-enfants. Ici, la tontine dure 5 ans. Libre ensuite à chacune des membres de participer ou pas à la tontine suivante. Entre cocotiers et plages de sable blanc, le destin du village de Palma, au nord du Mozambique, est sur le point de basculer. D'immenses réserves de gaz ont été découvertes au large de ses côtes en 2010. Depuis, ce pays, parmi les plus pauvres au monde, se rêve en Qatar africain. Grâce à ce projet, nous aurons un décollage, nous aurons de l'emploi. Parce qu'ici, il n'y a pas de travail, nous dépendons de la mer. Et avec le début du projet, je crois que beaucoup de ces jeunes obtiendront des emplois. En quelques années, Palma s'est déjà transformé. Avec le raccordement au réseau électrique, une nouvelle route asphaltée, une banque, des hôtels et des restaurants. Mais pour l'instant, il reste vide. Les projets ont pris beaucoup de retard. Avec la chute des cours des hydrocarbures, les multinationales ne cessent de repousser leurs investissements. Les centaines de familles du village ont pourtant accepté de céder la place aux usines de liquéfaction et aux centrales électriques, non sans quelques réserves. Vous avez vu la taille de nos cocotiers, de nos manguiers, de nos cajoutiers. Ici, nous cultivons des haricots, tous les produits, tous les aliments, nous arrivons à les faire pousser. Mais là-bas, nous ne savons pas s'il y aura de quoi produire tout ça. Autre conséquence des retards d'investissement, le gouvernement s'est fortement endetté en pariant sur la future manne gazière. 2 milliards de dollars ont été empruntés secrètement au mépris de la constitution mozambicaine et des lois budgétaires. Ces révélations ont provoqué une crise avec le FMI et la plupart des bailleurs de fonds ont suspendu leur aide. Il va falloir beaucoup de temps pour que les Mozambicains voient sur leur table les bénéfices de l'extraction du gaz. Car le gouvernement va d'abord devoir utiliser les recettes pour rembourser ses dettes des années antérieures. Quand les gisements ont été découverts, les premières estimations tablaient sur du gaz liquéfié à l'export dès 2016. Désormais, ce ne sera pas avant 2022, dans le meilleur des cas. De quoi retarder d'autant le développement du Mozambique, où la moitié de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Nabil Maloul reprend la tête de l'équipe de football de Tunisie après le limogeage de Henrik Kasperczak. Le nouveau sélectionneur s'est fixé pour objectif la qualification au Mondial 2018. Le cas échéant, il s'agira de la première participation des Aigles de Carthage à une phase finale depuis 2006. Dans notre prochaine édition, nous irons à Benin City, où de nombreuses familles vivent grâce aux revenus de leurs enfants partis en Europe. À la semaine prochaine.